Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo grossesse où je vais vous parler de mon 6e et 7e mois de grossesse. Alors j'étais censée faire un point à 6 mois et censée faire un point à 7 mois, mais voilà, il n'y aura que un point 6-7 mois parce que je suis dépassée par les événements, voilà. En fait, en réalité, pourquoi j'ai pas fait de point au 6e mois, c'est parce que, si vous vous souvenez, dans ma vidéo du 5e mois, j'évoquais le fait que j'avais peut-être attrapé le virus Zika pendant mes vacances en République Dominicaine, et justement, à ce niveau-là, il y a eu des examens qui ont dû être faits complémentaires, qui m'ont beaucoup stressée, et j'avais carrément pas envie d'en parler sur YouTube avant d'être sûre que tout aille bien, donc je vous rassure, tout va bien, mais en fait ce qui s'est passé c'est que, bon, du coup je resitue un petit peu, lors du 5e mois je suis partie en République Dominicaine, ce qui était assez une connerie je dois dire, j'avais pas vérifié avant que n'y avait pas de problème à aller là-bas, et j'avais carrément oublié que plusieurs années auparavant il y avait eu au Brésil un pic d'épidémie Zika qui avait été ensuite aussi le cas, enfin, bref, je suis désolée, j'arrive plus à parler. Enfin bref, il y avait aussi des cas de Zika dans les Caraïbes, et donc notamment en République Dominicaine, même si c'était pas un pic d'épidémie comme ça a pu être le cas au Brésil. Donc le virus Zika, pour ceux qui se souviennent, ça crée des microcéphalies chez les nourrissons, enfin chez le fœtus en fait, et quand il accouche, t'as un bébé avec une microcéphalie, ou même s'il n'a pas de microcéphalie, ça peut être quand même relativement grave les symptômes qu'il y a. Et en fait, quand je suis partie en République Dominicaine, j'ai eu du jour au lendemain 50 boutons de moustique qui sont apparus sur les jambes. Bon, j'ai tendance à beaucoup me faire piquer, mais c'est vrai que là, le fait que ça apparaisse du jour au lendemain comme ça m'a un peu inquiétée. Et en fait, en rentrant, j'ai prévenu la gynéco, je lui ai dit voilà, j'ai eu ça m'inquiète par rapport au virus Zika. Et elle a décidé de me faire une prise de sang avec suivi des immunoglobulines G et des immunoglobulines M. En gros, 2-3 semaines après mon arrivée, enfin après mon retour de vacances, et puis après il devait y avoir un deuxième prélèvement 3 semaines plus tard. Pour moi, l'objectif dans tout ça, c'était avant tout de me rassurer, parce que franchement, les boutons que j'avais eus, ça ressemblait pas spécialement à un rash, à une éruption cutanée due à une réaction immunitaire, ça ressemblait vraiment à des piqûres d'insectes, mais voilà, je me disais, il faut être sûr si jamais il y a un problème, sachant que s'il y avait un problème, il y avait rien à faire, quoi, à part éventuellement l'avortement si il y avait trop de problèmes au niveau des échographies et tout. Et du coup, en fait, je fais le test, et en voulant être rassurée, et en fait, quand j'ai les résultats, je vois qu'il y a, alors qu'est-ce que c'était? C'était IgM positif, IgG négatif. Du coup là, panique. Mais en fait, pour ceux qui savent pas, je travaille dans la science à la base, et en plus je suis microbiologiste, infectiologiste en fait, on va dire, donc j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est microbiologie, virologie, immunologie, et quelque part, heureusement, c'est que ça m'a permis quand même d'interpréter plus facilement ces résultats-là. Parce qu'en fait, ma gynécologue n'était pas disponible, vous savez comment c'est les gynécos en région parisienne, pour les avoir, c'est pas toujours simple, enfin, voilà, en urgence et tout, enfin, c'est un peu compliqué. Et en plus, je me suis rendu compte au téléphone quand j'ai eu qu'elle en savait pas plus que moi. Donc en fait, je m'étais renseignée sur les résultats des tests avant d'avoir les résultats, et en fait, c'est des tests qui peuvent faire beaucoup de réactions croisées, notamment si on a déjà eu des infections par les virus de la dengue ou d'autres flavivirus en fait. Donc je me suis dit c'est très possible que ce soit une réaction croisée, mais bon, quand vous voyez ça, vous êtes un peu en panique quand même. Mais bon, j'avais pas les IgG positifs, donc en gros je devais attendre 3 semaines de plus, refaire un prélèvement, et en fait si jamais il y avait les IgG positifs, là par contre ça aurait été très problématique. Et heureusement ça n'a pas été le cas, mais bon, imaginez dans quel état j'étais pendant 3 semaines, même si j'essaie de me raisonner et de me dire voilà, panique pas, t'as pas eu vraiment de symptômes, à part cette éruption cutanée mais qui ressemblait pas à un rash. Mais le truc c'est que en fait Zika ça peut être complètement asymptomatique en fait. Et bon. Donc du coup j'ai quand même beaucoup stressé, j'ai fait beaucoup d'insomnie à cause de ça. Mais la deuxième
la deuxième prise de sang a montré que les IgM étaient toujours positives, mais il n'y avait toujours pas d'IgG, donc c'est bon, il n'y a pas eu d'infection par Zika. Je l'ai fait confirmer par le gynéco, hein, j'ai pas fait mon interprétation toute seule. Donc voilà, c'est aussi pour ça, c'est aussi pour cette raison que j'ai pas fait de vidéo du 6e mois, et d'ailleurs sur le coup j'ai regretté d'en avoir parlé dans ma vidéo du 5e mois, parce que clairement si j'avais eu un bébé avec Zika, je vous avoue que en tout cas, j'en aurais pas parlé là sur YouTube, il faut déjà le temps de processer le truc, et puis il faut en parler à la famille, il faut voilà, et c'est vrai que quand j'en ai parlé en vidéo, pour moi c'était juste pour être rassurée cette prise de sang, et en fait ça m'a foutu des angoisses pendant 2 mois. Mais donc voilà, ceci explique pourquoi en partie j'ai pas fait de vidéo du 6e mois, c'est pas que pour ça, mais voilà. Donc tout va bien, on est rassuré, on est content. Ensuite, dans la vidéo du 5e mois, je vous avais dit qu'on m'avait dépisté un diabète gestationnel. J'étais ravie parce que je dois supprimer tous les sucres rapides de mon alimentation et fortement limiter les sucres complexes, donc tout ce qui est riz, pommes de terre, pâtes, etc. En fait, j'ai eu un régime à suivre, j'ai rencontré une diététicienne, j'ai suivi un atelier diabète de 2 heures en fait, où on m'expliquait comment me nourrir, etc. Sachant que c'est assez strict hein, quand même très strict, hein, moi je trouve. Et en fait, j'ai un appareil pour me prendre la glycémie avant chaque repas et 2 heures après chaque repas. J'ai fait ce régime pendant 1 semaine et j'ai eu la chance de réussir à réguler ma glycémie, c'est-à-dire de ne pas dépasser les seuils en respectant à la lettre le régime. Sachant que c'est pas hyper simple, hein, parce qu'il y a des aliments, enfin faut vraiment... c'est pas simple. Tu manges une cuillère à soupe de plus de pâtes que ce qu'ils t'ont dit, ça y est, t'as dépassé quoi. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser. Bah écoutez, ça tombe bien parce que je dois mesurer ma glycémie, je pense que je vais vous montrer comment je fais, parce qu'en fait c'est l'heure, c'est 2 heures après. Donc c'est très chiant en plus, c'est toujours 2 heures après. Du coup quand t'as envie de faire une sieste et tout, bah tu peux pas. Tu peux pas parce que t'as ta glycémie à prendre. En plus là, pour le coup je suis sûre que je vais dépasser parce que j'ai fait un repas où j'ai pas mis de légumes, j'ai mis que des pâtes. Alors des pâtes complètes, mais normalement il faut toujours associer des légumes, donc là je vais vous faire une démonstration de ce que c'est quand je le fais pas très bien. Je suis allée chercher mon appareil. Donc comme je vous ai dit, je pense réellement que je vais dépasser. Donc en fait, avant le repas, le taux doit être inférieur à 95 et après le repas, le taux doit être inférieur à 120. Pour réussir ça, il faut manger très peu de féculents, c'est-à-dire 3 cuillères à soupe de pâtes, 3 cuillères à soupe de riz, enfin l'un ou l'autre, hein, pas les deux bien sûr, avec beaucoup de légumes, des protéines, enfin un repas classique, mais bon, voilà, par exemple aujourd'hui c'est pas ce que j'ai fait, j'ai mangé des pâtes complètes. Et j'ai pas associé de légumes parce que j'ai eu la flemme de les cuisiner, voilà, c'est mal. Et du coup je pense que je peux potentiellement dépasser, mais j'ai fait en sorte de pas en manger trop quand même. Mais bon, je le sens mal quand même. Donc le but c'était de vous montrer, donc j'ai inséré une petite piqûre dans l'appareil. Je le ferme. Donc dites-vous que ça fait 3-4 semaines que je fais ça, donc c'est pour ça que des fois il y a des repas qui sont un peu moins carrés que d'autres, on va dire. La petite languette qu'on met dans un appareil comme ça, qu'on allume. Et du coup, j'insère la languette pour être prête à lire. Donc ça c'est le côté moins sympa, c'est qu'après il faut se piquer. Sachant que plus j'utilise le truc, plus ça devient compliqué parce que je sais pas si c'est mes doigts qui se durcissent ou quoi. J'ai de plus en plus de mal à prélever assez de sang pour faire le truc et je commence à avoir des douleurs au bout des doigts. Je mets la goutte sur l'appareil, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ça va être supérieur à 120, j'en suis sûre. 104! Bah comme quoi, je vous dis des conneries. Mais je suis très étonnée. Alors des fois, je reprends dans ce cas-là. Hein. Pour être sûre, est-ce que des fois, c'est pas hyper fiable non plus? Bah écoutez, ça va. Franchement, ça passe. Donc voilà, il faut faire très attention. D'habitude, un écart comme ça, je vous le dis tout de suite, ça pardonne pas. Mais bon, là, c'est passé. Bon, c'est vrai que j'ai vraiment pas... Je me suis... En fait, le truc, c'est que si tu manges pas de légumes et que tu manges des féculents, bah il faut essayer de pas manger plus que tes 3 cuillères à soupe. Parce qu'en fait le problème c'est que quand on met pas de légumes, bah on a faim et du coup on mange plus de féculents et c'est là que tu dépasses.
Mais vu que je commence à être habituée et tout, bah, si je mange pas de légumes, j'essaie de pas dépasser pour les féculents. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu mon quotidien. Donc je fais très attention à ma nourriture. J'essaie de toujours mettre des légumes, de manger des choses saines. Le pain, c'est que du pain complet. Le matin, pas de confiture, pas de jus d'orange. Plus de yaourt aromatisé que des yaourts de la nature. C'est un gros changement dans mon alimentation parce que moi j'aimais bien les yaourts aromatisés, type velouté Frix, toutes ces choses-là. J'ai eu tendance à manger des bonnes plâtrées de pommes de terre, de féculents, pas tous les jours, mais je veux dire un dimanche avec mes parents, moi je faisais poulet pommes de terre quoi, enfin j'avais pas systématiquement des légumes avec, alors que maintenant j'essaie de faire attention. Je m'empêche pas un petit restaurant, un truc comme ça de temps en temps, je dépasse, je le note, et voilà. Je voulais vous montrer d'ailleurs par rapport à ça 2 favoris nourriture, je le fais rarement sur ma chaîne. Pourquoi j'ai dit 2 ? Bon bah je vais chercher. Alors en fait, quand j'arrive à la période de Noël, alors je sais qu'on n'y est pas encore, mais bon moi je suis en arrêt et tout, j'ai vraiment envie d'être dans la période des films de Noël et tout. Il y a un truc que j'adore faire, c'est mon rituel, c'est ma vie, c'est mon plaisir, c'est de me faire des chocolats chauds. Et en fait les chocolats chauds c'est très sucré. Même si on prend pas des Nesquik et tout, ça reste très sucré. Et en fait, en arpentant les forums diabète, je me suis rendu compte qu'il y avait une marque, c'est Van Houten, qui fait un cacao en poudre non sucré. Donc faut bien acheter le non sucré. Où il n'y a que 8 grammes de sucre pour 100 grammes de poudre, sachant que les autres, ça va être genre 37 ou voire 60 grammes, quoi. Et en fait, avec ça, on peut très bien se faire un chocolat chaud, donc une petite cuillère à café. Moi, je mets même un petit carré de chocolat noir, 70% de cacao au fond. Je le fais au petit déjeuner et je dépasse pas. Et franchement, c'est cool parce que pendant 3 semaines, j'ai pas eu du tout droit à des trucs un peu sympas à manger. Et là, depuis que j'ai découvert ça, ça change ma vie, quoi. Ça change ma vie. D'ailleurs, je me fais souvent une petite collation avec ça. Alors pour le coup, je sais pas si c'est bon de faire ça. Parce que je pense qu'il faudrait vraiment que je mesure ma glycémie 2 heures après. Mais bon, en tout cas, ça reste quand même très limité en sucre. Et je suis contente d'avoir découvert ce produit. J'ai tenté de manger un grec sans frites. Je le dis pour les filles qui sont en cas de diabète gestationnel et qui ont comme moi une passion pour les fast-foods. J'ai tenté le grec sans frites ou avec très peu de frites, ça ne passe jamais. Grec sans manger le pain en plus. Hein. Juste la viande, 2-3 frites, ça passe pas. De toute façon, dès qu'il y a des frites dans l'histoire, ça ne passe pas. J'ai tenté le McChicken avec une salade et ça passe. Je tiens à vous le dire. Donc voilà, on peut aussi manger au fast-food et tout, mais faut faire attention, faut toujours ajouter des légumes, il faut pas prendre les frites c'est mort, il faut oublier pendant toute votre grossesse les frites. Et un jour, je suis allée au restaurant et j'ai mangé un moelleux au chocolat et je comprends pas, 2 heures après, c'est passé, donc écoutez, hein, on va pas se plaindre. Donc en fait, pourquoi il faut surveiller à ce point sa glycémie, faire attention et tout, c'est parce qu'en fait, en cas de diabète gestationnel, il y a une mauvaise régulation de la glycémie, et en fait, tout le sucre qui entre dans le sang, bah, quelque part, c'est le bébé qui le prend, il va sécréter de l'insuline aussi, si j'ai bien compris. Enfin bref, il va commencer à stocker des graisses qu'il serait pas censé stocker. Moi, j'ai eu un bébé qui était Sophie, césarienne 3 semaines avant terme, parce que estimée 4,3 kg, au final elle faisait 4 kg, si on l'avait laissée aller jusqu'où elle allait, je pense qu'elle aurait fait 5 kg à la fin, j'exagère mais au moins 4,5 kg. Et en fait là j'ai fait la dernière écho, enfin la dernière, ça sera pas la dernière pour moi parce que je suis en cas de diabète gestationnel, mais j'ai fait la 3e écho qui est censée être la dernière pour la plupart des femmes enceintes, et la gynéco m'a dit ça semble être un bébé bien joufflu, il a l'air de partir dans le même délire que sa sœur. Donc elle me dit, je dis pas qu'il va faire 5 kilos, mais 4 kilos, 4 kilos 5, ça ne m'étonnerait pas. Donc bon, je ne sais pas quoi faire, je me prive de nourriture, voilà, je sais plus quoi faire. Et en fait le problème c'est que, si j'ai bien compris d'après tout ce que j'ai lu, en cas de diabète gestationnel, si on a un bébé estimé à plus de 4 kilos, généralement il déclenche. Parce qu'en fait, c'est des bébés qui sont souvent gros au niveau de l'abdomen et tout, ils peuvent avoir du mal à sortir les épaules et tout au moment de l'accouchement.
Et en fait, moi, j'ai déjà eu une césarienne, j'ai eu un utérus cicatriciel, donc ils feront certainement pas un déclenchement, ça sera dans ce cas-là une césarienne programmée. Donc, prends rendez-vous pour ton accouchement, quoi. Et voilà, c'est pas encore sûr, hein, ça dépendra du poids qu'il fait. Il est déjà à 64 percentiles, donc moi je trouve pas ça énorme, mais il y avait certains trucs qui étaient à 84 percentiles, enfin je comprends pas trop comment ils font leur moyenne, mais elle m'a dit que c'était parti pour être un gros bébé, donc je me prépare psychologiquement, je fais mon maximum pour qu'il prenne pas trop de poids. Moi j'en suis à plus 9 kilos, alors que je suis au tout début du 8e mois. Franchement, ça passe, hein, parce que sur ma précédente grossesse, c'était, mais enfin, je sais pas, au début du 8e mois, enfin, si vous voulez, j'ai pris 19 à 20 kilos, donc j'ai pas pris 10 kilos les 2 derniers mois, quoi. C'était surtout au premier, deuxième trimestre que j'ai beaucoup pris. Donc là, j'ai pris 9 kilos, sachant qu'il y a eu quand même des petits craquages, hein, je vais pas vous mentir. Mais j'ai quand même limité la prise de poids, ça reste une prise de poids classique pour une grossesse, pour l'instant. Donc voilà. Donc j'espère que tout ça va pas finir en césarienne programmée, mais malheureusement c'est bien parti pour. On verra bien, de toute façon j'en ferai pas de maladie, l'important c'est que tout le monde aille bien, que le bébé aille bien, que j'aille bien. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur les symptômes de grossesse je suis très fatiguée encore, bon ça je le dis tout le temps, mais je sais même pas pourquoi je fatigue en fait, je suis en arrêt de travail, mais je passe beaucoup de temps à dormir parce qu'en fait je fais beaucoup d'insomnie. La nuit, j'ai beaucoup de mal à dormir, je remets ma vie en question, je suis décalée en fait, ce qui fait que je dors une 4-5 heures par nuit, en plus Sophie nous réveille beaucoup en ce moment. Et du coup, quand je me réveille pour l'amener à la maternelle, je suis dans un état pitoyable et souvent je me rendors après jusqu'à 13-14 heures et en fait c'est une sorte de cercle vicieux. Mais sinon, à part ça, sur mes symptômes de dernier trimestre de grossesse, bah comme la dernière fois, j'ai rien, je vais très bien, je peux très bien marcher longtemps. Bon, j'ai un peu mal au dos quand même très très vite dès que je suis debout, surtout quand je bouge pas, mais sinon, j'ai pas d'aigreur d'estomac, tout va bien. Honnêtement, tout va bien, j'ai rien quoi. J'ai rien, à part que je commence à être vraiment décalée au niveau du sommeil et ce diabète gestationnel. Donc voilà, c'était le point du 6 et 7e mois. Je pense que je vous ferai un point au 8e mois. Et puis après, bébé sera bientôt là quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous aussi me partager vos symptômes de grossesse si vous êtes en, en cas de grossesse. Je pense à Sarah par exemple. Donc j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.